3, 2, 1. Rebonjour et merci à vous d'être avec nous pour ce deuxième temps d'échange de la journée. Nous allons parler de la place de l'eau dans la ville et des stratégies à mettre en place pour un avenir résilient. Et c'est une conférence organisée grâce au pilotage de Toulouse Métropole et on les remercie. Alors l'eau dans la ville, c'est un sujet historique. Longtemps, il s'agissait simplement de gérer et d'évacuer les eaux pluviales. Moins on les voyait, mieux la ville se portait, pour caricaturer un peu. L'eau n'a pas toujours eu sa place dans les projets d'aménagement urbain, mais aujourd'hui, à l'heure de penser nos villes de manière plus durable, elle redevient un élément incontournable. Qui doit être traité non plus comme une contrainte, mais comme un atout, une opportunité pour les villes, et on va le voir. Pour débattre de ces nouvelles perspectives, nous accueillons sur scène Jean-Yves Boga, expert eau pluviale à l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Bienvenue, merci, et installez-vous comme vous le souhaitez. Benoît Couillet, chef de projet du schéma directeur de gestion des eaux pluviales à la direction du cycle de l'eau de Toulouse Métropole. Merci également d'être avec nous. Cécile Martineau, responsable pilotage et management de la politique pluviale au CIVOMSAGE. Cathy Boyd-Wetter, chef de projet chez CETEC Hydratec. Merci à vous aussi. Sandrine Potier, conseillère technique au département cycle de l'eau, en charge de la thématique de la gestion des eaux pluviales à la FNCCR. Jean-Baptiste Land, fondateur de Cactile. Et Guy Le Curieux Lafayette, cofondateur de Green Citizen. Merci à tous, bienvenue. Merci de votre présence. Avant de commencer, je signale au public qu'il y aura à la fin de cette conférence un temps d'échange avec vous. Donc vous pouvez préparer des questions, les noter, les mettre de côté. On essaiera d'y répondre. Et je signale également que la conférence est captée, enregistrée, qu'elle sera retrouvée dans quelques jours sur la chaîne YouTube de Cyclo. Allez, commençons. Nous nous tournons vers vous, Monsieur Boga de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Vous allez nous expliquer... Il marche. Le rôle de l'agence dans ce vaste sujet qui est la gestion de l'eau dans la ville. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ça va? Donc oui, depuis une dizaine d'années, l'agence de l'eau a mis en place un dispositif d'aide pour aider les collectivités principalement à mettre en place des opérations qui visent à la renaturation des villes et à ce qu'on appelle la gestion intégrée des eaux pluviales ou la gestion à la source des eaux de pluie. En fait, cette politique a été mise en place dans un double contexte particulier dans le sud-ouest. Un premier contexte qui est le contexte lié à l'adaptation au changement climatique, dont vous avez tous entendu parler. On estime que dans les années qui viennent, il va y avoir une perturbation au niveau des régimes hydrologiques, et en particulier des régimes de pluie avec des intensités d'épisodes de pluie de plus en plus fortes, d'où la nécessité de mieux gérer les eaux pluviales. Et le deuxième contexte aussi dans le sud-ouest, c'est l'évolution démographique, puisqu'actuellement, nous avons à peu près un peu plus de 7 millions d'habitants sur le bassin Adour-Garonne. On estime qu'en 2040, il pourrait y avoir 8,5 millions d'habitants sur le bassin. Donc, ce qui veut dire qu'on pourra avoir des dysfonctionnements si on a une urbanisation mal maîtrisée. D'où la nécessité de mieux maîtriser l'étalement urbain. Donc, vous savez qu'on parle de zéro artificialisation nette à horizon 2050. Donc, il faut aller vers une ville plus résiliente par rapport à la gestion des eaux de pluie. Ce qu'il faut savoir également, c'est que cette politique s'appuie sur 3 grands objectifs, la politique de l'agence. Un premier objectif qui vise à limiter les ruissellements des eaux de pluie, donc en faisant en sorte de les infiltrer au plus près de là où elles tombent. Il faut savoir que la moitié des pluies, du volume des pluies qui tombent sur nos territoires sont des petites pluies qui ont des fréquences inférieures à 1 an et qui sont facilement infiltrables à partir du moment où on a du foncier disponible, même sur des
des terres qui sont peu perméables. Donc c'est une nécessité de pouvoir infiltrer l'eau à la source au plus près de là où elle tombe, de façon à recharger les nappes, à remettre de la biodiversité dans les sols. Donc ça a plusieurs fonctionnalités qui sont primordiales pour les sols et leur fonctionnement. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le deuxième objectif, c'était de lutter contre la pollution, puisque lorsque vous avez de l'eau pluviale qui ruisselle sur des surfaces imperméables, elle va lessiver des produits toxiques, des micropolluants comme les hydrocarbures, les pesticides, des gommes de caoutchouc, des traces métalliques. Donc tout ça peut se retrouver in fine dans le milieu récepteur, d'où des mortalités piscicoles ou autres. Donc c'est important également donc, de bien gérer sur le plan quantitatif ces eaux pluviales. Et enfin, troisième objectif, c'est tout ce qui est création des îlots de fraîcheur. Donc on en a beaucoup parlé à l'occasion notamment de la sécheresse de 2022. La nécessité de revégétaliser la ville, de la renaturer, de façon à donc rafraîchir la ville, mais également à améliorer la biodiversité ordinaire dans la ville. D'avoir des villes moins minérales. Voilà, avoir des villes plus végétales et moins minérales. Donc passer quelque part, c'est une image de la ville entonnoir à la ville éponge. Donc c'est une image un peu voilà, qui permet de saisir un peu notre message. Alors cette politique donc, qui vise ces trois objectifs permet de financer un certain nombre d'opérations. On a financé donc, depuis le début du 11e programme d'intervention en 2019 250 projets à peu près de désimperméation et gestion intégrée des eaux pluviales à l'échelle du bassin Indre-Garonne. Ça représente un peu plus d'1 million de mètres carrés de surface traitée, qui était d'ailleurs l'objectif que l'on s'était assigné au début du 11e programme en termes de désimperméation des sols. Donc ça concerne divers objets, que ce soit des cours d'école, on a financé pas mal de désimpermération de cours d'école, des trottoirs, des places de village, des allées de cimetières. Est-ce que vous aviez peut-être une cartographie à nous montrer? Oui, j'ai une cartographie à vous montrer. C'est dur d'avoir tout en tête. Alors, comment ça marche? J'appuie. Oui, allez-y, ça va s'enclencher. Voilà. Donc effectivement, vous avez la cartographie du bassin Indre-Garonne où on a présenté le nombre de projets par département. Et on voit que, un certain dynamisme, mais on voit quand même qu'il y a des départements qui sont plus dynamiques que d'autres. Je pense notamment aux départements très urbains comme le département de la Haute-Garonne ou le département de la Gironde, où on a pas mal de projets, puisqu'on est quand même dans des zones très urbanisées, très minérales. Donc ça représentait 40 millions de travaux fin 2023 et on a apporté donc 50% d'aide. Alors quels sont les types d'opérations qu'on finance? C'est tout ce qui vise à la désimperméation des sols, donc toutes les opérations de décroûtage, de débitumisation des sols, de mise en place d'apports de terre végétale pour reconstituer des sols. C'est ce qui se fait sur l'île du Ramier actuellement, dossier porté par Toulouse Métropole. On finance donc la mise en place de matériaux filtrants à la place des matériaux imperméables. Matériaux filtrants qui peuvent être de diverses natures, ça peut être des matériaux qui sont des matériaux naturels, du simple enherbement, jusqu'à des matériaux plus sophistiqués comme des pavés à joints poreux, de la résine filtrante, du béton drainant, qui sont également des matériaux qui permettent de filtrer l'eau dans les sols. Pour ce qui est des opérations de gestion intégrée des eaux pluviales qui permettent de traiter des pluies un peu plus importantes qui nécessitent d'être stockées momentanément avant d'être infiltrées, on peut financer également ce qu'on appelle des bassins de pluie et des noues d'infiltration, de façon donc à stocker pendant quelques heures les eaux qui sont tombées sur le territoire. Donc ça, c'est ce qu'on finance. Et le coût observé est de l'ordre de 70 € hors taxe par mètre carré traité. Donc c'est un coût moyen. Il faut savoir que, bien évidemment, un enherbement, ça va coûter beaucoup moins cher que la mise en place de pavés à joints poreux. Mais donc on a pu observer ce coût moyen de 70 € hors taxe par mètre carré sur toutes nos opérations. Est-ce qu'il y a des exemples qu'on peut voir en image peut-être? Ce que ça donne sur ces projets? Rappuyez peut-être plus fort.
Sinon, on va vous aider en régie. Voilà, donc 3 petits exemples pour illustrer mes propos. Un premier exemple qui concerne la cité HLM de la Montade à Aurillac, dans le département du Cantal. Donc là, on est sur un secteur qui est très urbanisé, hein, un quartier où on a des grands ensembles des années 60, donc très minéral, où on a donc essentiellement du bitume. Hein. Donc l'idée, c'était d'avoir une approche hydraulique et de limiter les flux hydrauliques dans le réseau unitaire qui est à l'aval de cette zone. On va traiter sur site en fait toutes les pluies qui sont inférieures à une période de retour 10 ans. Donc toutes les pluies donc inférieures à 10 ans, période de retour, vont être infiltrées sur site. Donc par la mise en place donc, de dispositifs comme vous l'avez à droite, des parkings donc enherbés qui permettent d'infiltrer directement sur ces zones-là. Il y a eu également un reprofilage de voiries de façon à orienter les eaux de pluie, les eaux de ruissellement vers les surfaces qui vont donc stocker l'eau et l'infiltrer. Vous avez donc une autre photo, voilà. Donc là, c'est un bassin végétalisé que vous avez à droite qui a été mis en place et qui permet temporairement de stocker de l'eau avant qu'elle s'infiltre dans le sol directement sur le site. Donc ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple qui vous est proposé, si ça arrive. Alors, je crois qu'il faut relâcher. C'est à Cap-Breton, donc la commune de Cap-Breton dans les Landes, qui est considérée comme une commune un peu référente dans le domaine de la gestion intégrée des eaux pluviales. Elle a mis en place un schéma directeur d'assainissement et pluvial en 2016. Et suite à ce schéma directeur, elle a souhaité mettre en place un plan d'action pluriannuel d'opérations liées à la gestion intégrée des eaux pluviales. Et là, vous avez un exemple sur la place de la gare, donc, qui était une place classique hein, avec un rond-point bitumé. Et suite à l'aménagement, donc l'idée c'était de faire des zones de stationnement là aussi infiltrantes, avec donc des écorces de pin, des aiguilles de pin, pour rappeler donc la géographie du secteur, et puis recréer une sorte de mini-forêt urbaine avec des essences adaptées. Donc là, c'est un exemple qui est intéressant. Et puis, dernier exemple, c'est sur... Je crois qu'il faut que vous relâchiez, voilà. Alors, c'est sur la commune de Requista, tout ça pour dire que ces opérations-là ne concernent pas simplement les zones très urbanisées, mais ça concerne aussi les zones rurales. Donc on a des opérations intéressantes aussi dans des petites communes, hein. Donc, comme ici sur la place François Fabier à Requista. Comme dans beaucoup de communes de ce type, il y a des zones imperméabilisées qui sont très étendues avec des zones de foirail. Là, en l'occurrence, on est sur une zone qui fait 7000 m², complètement bitumisée. Donc l'idée, c'était de décrouter le bitume et de déconnecter ces 7000 m² du réseau, en fait. Voilà, donc on a créé une sorte de prairie urbaine. Donc ça a l'avantage d'allier à la fois une fonctionnalité hydraulique, mais également d'améliorer la qualité de vie et d'avoir donc un espace paysager différent de ce qu'on avait auparavant. Ça change tout. Ça change tout. Et donc tout ça pour dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a une multitude d'objectifs hein, qui sont liés à ces opérations-là, ce qui veut dire que ça nécessite une approche multicompétences. Si une collectivité veut s'engager en ce type de travaux, ça nécessite de faire travailler ensemble à la fois le service eau assainissement, mais également les services voirie, services espaces verts, services amélioration de la qualité de vie. Donc voilà, ça nécessite quand même une approche intégrée qui peut être complexe. On aura l'occasion, j'imagine, de le revoir, cette question de décloisonner les services, d'avoir une approche globale. Juste un petit mot rapide sur votre programme d'intervention, le 12e 2025-2030. La place de cette question, est-ce que cette question a une place dans ce programme ? Oui, donc effectivement, on est en train de mener les premières réflexions sur le 12e programme d'intervention de l'agence qui va démarrer le 1er janvier 2025 jusqu'à 2030, parce qu'on fonctionne sur des programmes d'intervention sur 6 ans. Et donc, il s'agit de renforcer cette politique hein, de gestion intégrée des eaux pluviales, de renaturation des villes, en essayant de financer des projets plus vertueux
qui soit davantage axé sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, avec plus de végétalisation que des projets un peu minéraux, comme on a pu le voir sur Aurillac. Et il s'agit aussi d'essayer d'avoir des visions d'ensemble à l'échelle des collectivités. On a beaucoup de dossiers déposés par les collectivités un peu au coup par coup. Et l'idée, c'est de demander aux collectivités d'avoir une vision d'ensemble en termes de potentiel de désimperméation à l'échelle de leur commune, de façon à avoir des projets hiérarchisés et en pluriannuel sur leur collectivité. Et d'avoir une vision globale des gains. Merci beaucoup Jean-Yves Boga. On va continuer avec vous, Benoît Couillet, du côté de Toulouse Métropole. La question, elle n'était pas évidente, comme on l'a dit. Enfin, elle s'est imposée avec le temps, j'imagine. Oui, effectivement. À Toulouse Métropole, la question a pris du temps à être mise en œuvre et à trouver des réponses. On s'est d'abord attaché à travailler sur le sujet de l'eau potable et de l'assainissement des eaux usées, qui étaient des priorités, donc qui ont eu chacun leur schéma directeur. Et on a engagé la démarche d'élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales en 2019. Donc je vais... Alors, c'est un peu plus vite. Peut-être quelques mots juste sur le contexte de la métropole, de Toulouse Métropole. Donc c'est une petite bourgade de province avec 800 000 habitants, donc à peu près 10% du bassin versant Adour-Garonne. On a donc 37 communes, un territoire de 460 km² qui est urbanisé sur environ 50% de sa superficie. En termes climatiques, on a les mêmes effets que partout ailleurs, avec l'augmentation de la température et une pluviométrie annuelle qui est d'environ 700 mm par an, un peu moins. En termes de système de gestion des eaux pluviales, c'est un système complexe, diversifié. On a quelques indicateurs, 2300 km de réseau, donc un patrimoine enterré conséquent à entretenir, avec un coût non négligeable, ne serait-ce que déjà pour le connaître. On a environ 600 bassins de gestion des eaux pluviales qui sont recensés sur le territoire, dont un tiers sont des ouvrages publics et donc avec une exploitation déléguée. Et ce qui se cache sous l'acronyme SOGEDEP, donc les solutions de gestion durable des eaux pluviales, qu'on appelait aussi techniques alternatives, qu'on appelle toujours comme ça. Donc tout ce qui est noues, tranchées et tous les ouvrages qui sont notamment accompagnés financièrement par l'Agence de l'eau. Donc on en connaît 250, mais en fait il y en a beaucoup plus qui sont mis en œuvre sur le territoire. Cette télécommande est capricieuse, j'ai l'impression. On appuie fort peut-être. Donc on a à la fois des ouvrages qui peuvent mixer les usages quand on est en surface. Donc on peut avoir un ouvrage de gestion des eaux pluviales qui permet également d'être par temps sec utilisé comme terrain de foot, et des ouvrages enterrés qui sont assez conséquents où on peut faire du kayak dedans, mais c'est plus difficilement accessible. Alors là je vais peut-être passer assez rapidement là-dessus puisque ça a été un peu dit sur le changement de paradigme par l'Agence de l'eau. Donc il y a vraiment un changement majeur qui est à l'œuvre depuis plusieurs années. Cette télécommande ne permettra pas de voir ce que ça devient. Si, voilà. Ça y est. Alors je pense quand même on va vous aider en régie. C'est ça. Donc avant on était sur cette logique d'évacuation, de concentration, ça a été dit aussi en préambule, donc avec tout ce qui est marqué à gauche de l'écran. Ce changement de pratique, donc venir sur les aspects de réduction, de valorisation des eaux pluviales, ça change tout en fait. On repasse en surface, donc on passe dans une politique d'aménagement, sur une logique partenariale où le pluvial n'est plus juste un concessionnaire de réseau avec qui il faut se coordonner pour les travaux. Il faut vraiment prendre ce sujet-là le plus en amont possible, donc on devient copilote. La thématique pluviale devient partie intégrante en amont des projets, et ça devient aussi compatible avec la végétalisation. On a globalement une diminution du coût global quand on fait de la gestion intégrée des eaux pluviales, mais avec une modification du financement, peut-être moins d'investissement, mais plus de coûts de fonctionnement. Et ça, c'est en général pas la solution préférée par les collectivités. Merci pour la slide. Donc sur la démarche du schéma directeur de gestion des eaux pluviales, on est accompagné par un AMO, donc un groupement de 8 entreprises, donc qui va nous accompagner pendant 4 ans sur ce sujet-là. Donc c'est un coût très important pour une étude, comme vous pouvez le voir. Ça se justifie par plusieurs aspects. D'une part, par le fait qu'on manquait de beaucoup de données sur le pluvial, c'était un peu le parent pauvre, et que là, on veut engager beaucoup de sujets en même temps. Je vais y revenir. Et donc avec 2 volets, un volet technique qui est le volet classique des schémas directeurs, état des lieux, diagnostic et un plan d'action. Et là, on a vraiment un volet organisationnel sur cette compétence pluviale sur lequel l'AMO nous accompagne. Et donc on a la chance, alors quand ça se passe mal, on ne le dit pas en public, quand ça se passe bien, on peut le dire. Donc on a la chance d'être accompagné par un AMO qui
qui a toutes les compétences nécessaires sur ce sujet-là. Donc le fondement de la démarche de ce schéma pluvial, donc il y a ces enjeux de place de l'eau dans la ville, de limiter les risques d'inondation, de protéger les personnes et les biens, protéger la ressource, les milieux aquatiques et l'adaptation au changement climatique. Donc l'objectif de cette démarche, elle tient sur ces quatre points, c'est adopter une stratégie politique, c'est adopter un document de gestion, donc une programmation pluriannuelle. Donc l'objectif en 2025, c'est d'avoir un programme d'action multithématique, multi-acteurs, avec un investissement une vision sur les investissements à venir. Et également, on doit aboutir à l'élaboration d'un zonage pluvial, donc établir des règles adaptées aux différents secteurs de Toulouse Métropole. Et donc on a rajouté, ce que je disais tout à l'heure, des missions d'accompagnement au changement de pratique. On va le revoir ensuite. Donc on a la chance d'être accompagné par l'Agence de l'eau sur ce schéma directeur, donc qui nous aide à hauteur de 50%. Alors les interactions entre schéma directeur et gestion à la source, donc je vais commencer par les limites, après je viendrai sur les aspects positifs et en quoi ça peut nous aider, mais il y a une différence importante entre un schéma directeur, c'est une démarche longue, on pilote un projet, il y a un aspect technique très important, et la gestion intégrée des eaux pluviales, la déconnexion, c'est vraiment un besoin quotidien, c'est de l'animation, on va le voir après aussi sur d'autres exemples, c'est du bon sens et c'est une organisation qu'il faut animer constamment. Donc c'est vraiment des sujets qui sont différents. Il ne faut pas attendre le schéma pluvial et la fin d'un schéma pluvial pour faire de la déconnexion. Néanmoins, il y a plusieurs synergies. Et donc on peut utiliser cette démarche longue, d'une part pour améliorer la connaissance du patrimoine. C'est un aspect indispensable pour pouvoir mener des politiques publiques efficaces. Donc là, on a une prestation qui est assez multi-thématique. Donc les 5 phases classiques du schéma directeur, j'en ai parlé tout à l'heure, état des lieux, diagnostic, programme d'action. Et on a rajouté dans le cahier des charges 3 thèmes donc, pour accompagner ce changement de pratique. Un premier sur l'innovation, le bien-être en ville, un deuxième sur le lien avec l'urbanisme et un troisième sur l'exercice de la compétence et l'exploitation des ouvrages. Voilà, pour bien accompagner ce changement qui concerne de plus en plus d'acteurs au sein des collectivités. Alors en autre point positif, voilà, je vais rester assez général puisqu'il y aura des présentations plus techniques ensuite. L'avantage de la démarche du schéma pluvial, c'est qu'on a une dynamique. On a une dynamique politique, on a une dynamique de la hiérarchie, on sollicite des acteurs, on a des comités. Donc c'est vraiment l'occasion de faire passer des messages qui sont pas juste liés au schéma directeur, mais pour renforcer ce changement de pratique. Donc c'est vraiment l'occasion de profiter de cette dynamique-là. Le deuxième aspect, c'est que c'est un moment où on a des moyens financiers, c'est toujours utile pour avancer sur le sujet. Troisième aspect, donc c'est une occasion aussi, si c'est intégré dès le cahier des charges, d'intégrer des actions de communication, donc à la fois pour accompagner la démarche de schéma pluvial, mais en fait surtout pour inciter ou sensibiliser à la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc là, on a développé différents visuels, un visuel à destination des bassins de gestion des eaux pluviales pour sensibiliser le grand public, un guide sur les fossés pour faciliter la gestion des fossés et clarifier la répartition des compétences, et un visuel que vous voyez en haut à droite qui est inspiré directement de Loire-Forêt Agglomération qui avait fait quelque chose comme ça, que j'avais présenté le leur il y a 2 ans, donc maintenant on a le nôtre. Et donc c'est un visuel qui pourra être utilisé par les différents porteurs de projets, puisque la particularité de la gestion intégrée des eaux pluviales, c'est que ce n'est pas la direction du cycle de l'eau qui porte les opérations, puisque nous on s'occupe des réseaux, et c'est plutôt toutes les autres politiques publiques d'aménagement, voirie, espaces publics, cours d'école, qui vont mener ce genre de projet. Et donc nous on peut mettre à disposition ce visuel qui permet de valoriser ces aménagements-là. Autre aspect important dont on peut profiter dans le cadre de l'élaboration d'un schéma pluvial, c'est de prévoir un exercice, un audit de la compétence pluviale pour prendre du recul, avoir le regard extérieur d'un AMO sur la manière dont s'exerce la compétence pluviale au sein de la collectivité. En général, on a tous en tête ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faudrait faire, mais là, c'est l'occasion de prendre un peu de recul et de mettre sur papier clairement les axes de ce qui fonctionne et de ce qui est à améliorer. Donc là, on a notamment 3 axes qui se dégagent de cet aspect-là, qui manque chez nous. C'est l'animation, donc avoir vraiment un réseau métier pluvial à animer au quotidien.
l'accompagnement de tous les projets qui ne sont pas soumis à autorisation du droit du sol. On a au sein de Toulouse Métropole un service qui fonctionne très bien et tout un tas de process qui fonctionnent bien quand on est soumis à l'autorisation des droits du sol. Ça passe par le cycle de l'eau et il y a un accompagnement technique pour aller vers une meilleure gestion intégrée des eaux pluviales. Tous les autres petits projets d'aménagement de l'espace public ne passent pas forcément par un accompagnement technique ou une ingénierie technique. Donc ça, c'est un point d'amélioration. Et troisième aspect non négligeable, c'est toutes ces solutions de gestion durable des eaux pluviales qui sont mises en œuvre, qui vont être de plus en plus mises en œuvre. C'est organiser le suivi patrimonial de ces ouvrages-là. Suivi patrimonial et également répartition des compétences pour l'entretien. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de savoir exactement où est-ce qu'elles sont. Et ça, c'est un enjeu assez délicat de pouvoir géoréférencer les noues, les tranchées et toutes les techniques un peu particulières. Et dernier aspect, et j'en finirai là, c'est sur cette démarche-là, on peut aussi prévoir, toujours dans ce cahier des charges, donc un accompagnement de l'AMO, des groupes de travail spécifiques pour structurer, pour créer des outils d'aide à la décision. Donc là, on voit quelques exemples. Alors, il y a une première carte en bas à gauche qui est donc la carte des potentiels d'infiltration sur le territoire de Toulouse Métropole, qui a été réalisée en partenariat avec le BRGM, donc qui permet aussi de favoriser, de sensibiliser et d'informer sur les endroits où on a les meilleurs potentiels d'infiltration. Ça reste que des potentiels, il faut réaliser des études complémentaires ensuite, mais c'est quand même une carte d'information qui est disponible sur le site de Toulouse Métropole. Deuxième aspect, c'est le guide fossé dont j'ai parlé tout à l'heure pour faciliter la gestion. On va également élaborer des fiches techniques sur des fiches de démarche et des fiches d'accompagnement sur la mise en œuvre de noues, des tranchées, etc., donc en groupe de travail. Et un troisième aspect, c'est plus opérationnel, c'est l'élaboration de fiches de vie des ouvrages et de répartition des compétences. Donc quand on a des ouvrages multi-usages, un bassin qui gère le pluvial, qui est également paysager, qui accueille des équipements sportifs, voilà, de bien clarifier avec les services opérationnels qui s'occupent de quoi et que chaque direction ait le plan de répartition des compétences. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que c'est encore plus compliqué, j'imagine, mais comment on intègre l'incertitude par rapport au modèle de changement climatique? Parce qu'on fait là avec des prévisions, mais on sait aussi que les pluies seront plus abondantes, c'est-à-dire sur des épisodes plus extrêmes. Comment on prend en compte cette incertitude dans un schéma? Alors, on avait prévu dès le cahier des charges d'avoir une étude de la pluviométrie locale, donc adaptée au territoire de Toulouse Métropole et du coup des collectivités avoisinantes également. Donc sur cette étude-là, il y a eu deux sujets qui ont été étudiés. Le premier sujet, c'est les petites pluies. Donc qu'est-ce que c'est les petites pluies? Vous en avez parlé tout à l'heure sur le territoire de Toulouse Métropole. Donc on a retenu un seuil de 10 mm qui couvre 80% des épisodes pluvieux de l'année. Ce qui veut dire qu'ici, si on gère les 10 premiers millimètres à la parcelle, si on les infiltre, on a géré 80% des événements pluvieux de l'année. Et il y avait un second volet dans cette étude, c'était donc l'analyse de l'impact du changement climatique sur la pluviométrie locale, dont on a les premiers résultats au niveau technique, avec une grande difficulté d'arbitrage, puisque je pense que vous le savez toutes et tous, hein, les scénarios de changement climatique, on a tout un panel de scénarios du plus optimiste au plus pessimiste. Donc là, on se retrouve avec le même panel de scénarios d'impact sur la pluviométrie locale. Ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir une intensification des lames d'eau précipitées pendant les orages intenses. Reste à arbitrer quel pourcentage on retient sur cette augmentation-là. Donc ça, c'est pas encore fait, donc je ne les communiquerai pas ici. Et surtout, s'il y a une augmentation, enfin il y a cette augmentation, on va retenir un pourcentage, mais comment on va traduire ça en termes de politique publique? Est-ce qu'on va dimensionner des ouvrages de manière plus importante? Ça, c'est possible pour le futur, mais pour l'existant, on ne va pas pouvoir recalibrer tous les réseaux existants. Donc ça veut dire qu'il va falloir accepter un niveau de risque et un niveau des ruissellements plus fréquents. Donc c'est des arbitrages qui nous restent à réaliser. C'est toujours intéressant aussi de prendre du recul par rapport aux autres collectivités. C'est-à-dire que même si on prend des pourcentages d'augmentation très fortes, des pourcentages très forts sur le territoire, c'est des scénarios qui sont assez alarmants quand on les regarde, mais on reste toujours bien moindre que l'actuel sur des collectivités qui ne sont pas si loin d'ici. À Montpellier, à Nîmes, on a déjà des épisodes qui sont 2, 3, 4 fois plus importants qu'ici et plus fréquents. Donc voilà, ce sera certainement impactant pour le territoire,
mais d'autres le font déjà. Et ce sont des exemples dont on peut s'inspirer aussi. Merci beaucoup Benoît Couillet. On va continuer avec vous, Cécile Martineau du CEVOM Sage, sur un exemple peut-être un peu moins urbain. Donc expliquez-nous voilà, le schéma directeur que vous avez mis en place. Alors effectivement, nous, au CEVOM Sage, je vais peut-être lancer une présentation de notre structure. Donc un syndicat des eaux, CEVOM Saudrune Ariège-Garonne, au sud de Toulouse, qui rassemble 26 communes adhérentes, à peu près 110 000 habitants et 140 agents. Et effectivement, nous, on travaille aussi au développement d'une politique pluviale sur notre territoire. Et l'idée, il y a plusieurs axes effectivement d'approche de cette compétence. Et au-delà du schéma directeur, puisque nous aussi, on mène un schéma directeur et souvent on partage nos travaux ensemble et nos démarches. Mais il faut aussi avoir des réalisations et du concret sur le terrain qui permet d'illustrer en fait tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être travaillé dans le cadre d'un schéma directeur. Et ça c'est très important pour montrer aussi à l'ensemble des acteurs, techniciens, mais aussi élus et usagers, que ça peut fonctionner et parce que c'est vrai qu'on change là totalement les approches, le paradigme complètement. Et on n'évacue plus les eaux vers l'extérieur de la ville, mais on les garde au sein de la ville pour développer leur richesse. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter au travers de deux aménagements. Ce que je peux vous proposer d'abord, c'est un petit film qui a été proposé par l'Agence de l'eau. Une réalisation qu'on va voir en images. Ça va être lancé par la régie. C'est le projet Renoir, c'est ça? C'est ça. Alors c'est plutôt une petite présentation générale sur l'approche globale de la gestion des eaux pluviales et qui va amorcer après le projet que je vais vous présenter. Vous nous commenterez ça. Depuis plus d'un siècle, les eaux pluviales sont considérées comme une contrainte à gérer. L'objectif est de les évacuer le plus rapidement possible des villes. Les eaux pluviales sont ainsi collectées dans des réseaux d'eau usée ou des réseaux spécifiques et se rejettent dans les rivières. Si ce mode de gestion coûteux a longtemps répondu à nos attentes, il présente aujourd'hui certaines limites. Le fait de collecter les eaux pluviales accélère les écoulements et augmente les débits à l'aval. Lorsque les eaux de pluie ruissellent sur les surfaces puis dans les canalisations, elles se chargent en polluants et rejoignent directement les cours d'eau sans traitement lorsque la collectivité dispose d'un réseau séparatif. Dans le cas où les eaux pluviales sont mélangées aux eaux usées, une partie est acheminée jusqu'en station d'épuration et une autre partie est rejetée directement dans le milieu naturel. Ces différents rejets peuvent impacter la qualité des eaux des rivières, mais également avoir des incidences sur les usages de l'eau, tels que l'eau potable, la baignade, la conchiliculture ou encore la pêche à pied. Par ailleurs, cette gestion tout tuyau peut accentuer les débordements de réseaux et les phénomènes d'inondation. C'est par exemple le cas du quartier Renoir à Portée-sur-Garonne, qui a amené les élus à repenser la gestion des eaux pluviales différemment. Voilà, je vais vous emmener au quartier Renoir, si vous me permettez. Voilà, c'est ce dont on parlait. Allons-y. Où est-ce que ça se situe? Alors, on est donc sur Portée-sur-Garonne, une commune donc, de notre territoire CEVOM Sage au sud de Toulouse. Et plutôt sur la partie centre-ville, centre urbain, proche de la Garonne, en proximité de la Garonne. Et là, on cible un quartier, vous voyez en rouge, un quartier sur lequel on est intervenu parce c'est un quartier qui subissait des inondations très récurrentes par débordement du réseau. On le voit. Donc des inondations spontanées qui n'étaient pas prévisibles et qui se répétaient régulièrement face à des pluies moyennes, on va dire. Et les habitants étaient relativement traumatisés par ces phénomènes subis. Et donc du coup, vous le voyez au travers des photos, mettez en place aussi des petites solutions temporaires et voilà. De fortune. Et de fortune, exactement. Donc on a essayé de travailler un petit peu là-dessus, d'abord d'établir un petit peu ce qui ne fonctionnait pas. Donc il se trouve qu'on avait un problème altimétrique aussi d'évacuation du réseau, avec un réseau aussi principal qui était très sollicité et en lien avec l'urbanisation à l'amont, qui était souvent en charge. Et donc ce petit problème altimétrique aussi faisait que les réseaux du quartier ne pouvaient pas s'évacuer normalement et du coup générer des débordements au sein du quartier au niveau de points bas. Il faut appuyer bien fort. Normalement, on me dit que ça marche. Ah, voilà. Donc là, on le voit. Voilà, on le voit.
Et donc on voit la répartition du quartier, comment ça fonctionnait. Vous voyez aussi les zones bleues qui étaient les zones d'inondation principales à l'occasion de fortes pluies et les premières zones de débordement du réseau. Et vous voyez sur les photos aussi sur le côté, à gauche, comment était organisé le quartier et notamment les espaces qu'on a relevés comme étant disponibles. On le voit aussi sur le plan. On a très vite relevé qu'en fait, il y avait des disponibilités d'espaces végétalisés qu'on a visualisé comme des zones potentielles de développement d'espaces de gestion des eaux pluviales en surface. Donc ceux qui apparaissent en vert, hein, logiquement. Exactement. Et alors la force aussi de ce projet, de cette organisation, c'est qu'en fait il y avait vraiment des espaces disponibles partout dans le quartier, disséminés à tous les endroits. Donc on a pu travailler à l'échelle de sous-bassins versants. Et pour chaque sous-bassin versant, proposer un ouvrage et exploiter en fait ces espaces qui étaient disponibles au moment existant. Donc on a travaillé effectivement à la déconnexion du réseau. L'idée c'était effectivement de ne plus d'éloigner en fait le réseau, enfin le risque de débordement du réseau par déconnexion du réseau. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pu bénéficier aussi du fait que les habitations rejetaient leurs eaux pluviales sur la voirie. Donc du coup, tout a pu se gérer en surface et on a pu retravailler chaque sous-bassin versant avec un ouvrage. On le voit là sur la partie de droite. Chaque sous-bassin versant accueille un ouvrage de gestion des eaux pluviales. Alors c'est un quartier qui du coup recueille différents types d'ouvrages, hein, des noues, des bassins, des espaces végétalisés de rétention et d'infiltration de différentes tailles, de différentes profondeurs et quelques zones de désimperméabilisation également. Donc, ce qui fait qu'en fait, il y a tout un circuit de l'eau qui se fait en surface. Tout devient visible pour les usagers. Donc, le risque, du coup, n'est plus non plus subi et soudain. Les ouvrages se remplissent progressivement. Et du coup, il y a une vraie... l'intérêt de chaque ouvrage est vraiment démontré au travers et très visible. Et surtout, le risque est visible. Donc, du coup, il est beaucoup mieux appréhendé par les usagers. On peut s'y préparer aussi psychologiquement. Exactement. Pardon, question, mais niveau calendrier, ça a été fait, tout ça, ou c'est en cours? Non, ça c'est une réalisation qui a été réceptionnée en 2019. Donc vous avez déjà du recul. Tout à fait. Et ça marche? Et ça marche. Donc, et la meilleure preuve, c'est que les petits sacs de sable que vous avez vus au début, au niveau des portails, ont disparu. Donc c'est effectivement quelque chose. Alors d'abord, un projet qui a été voulu et conçu de façon intégrée et notamment au niveau paysager, puisque les noues, on les voit là par exemple, sont arborées, sont végétalisées, pour permettre aussi d'utiliser l'évapotranspiration, hein, cette possibilité de gestion des eaux pluviales qu'apporte la végétalisation. Et aussi d'intégrer bien sûr une renaturation du quartier. Donc du coup on a apporté une requalification aussi du quartier en gérant les eaux pluviales. Apporter aussi une autre biodiversité. Enfin voilà, c'est tout un ensemble qui s'est mis en place, des espaces qui apportent aussi de la fraîcheur en période estivale. C'est l'ensemble du paysage qui change. Exactement. Et qui est compris aussi, c'est ça qui est important, qui a un intérêt, là ça avait vraiment un réel intérêt pour les habitants dans le cadre de problématiques d'inondation. Donc là ce sont des noues. Voilà. Et le seul aménagement de voirie que l'on a fait, que l'on a réalisé, ce sont ce qu'on appelle des passages à gué, donc des dodanes inversés, hein, des creux, qui permettent de collecter en surface, puisque je vous rappelle, tout se gère en surface dans ce quartier, de les collecter au sein du creux et de les orienter vers les bassins, par exemple, notamment les ouvrages de gestion des eaux pluviales, de rétention et d'infiltration. Ça, c'est un genre d'ouvrage qu'on voit moins souvent, j'ai l'impression. Non, pas du tout, c'est assez nouveau. Ouais. Là, en fait, la complexité dans ce projet, c'est que l'on a dû travailler en maintenant la continuité, le fil d'eau. On n'a pas retravaillé le fil d'eau ni la voirie. Donc, il a fallu trouver des systèmes pour pouvoir capter et orienter les eaux vers les ouvrages que l'on avait créés. Donc, les passages à gué en font partie. Et ce sont par ailleurs de très bons ralentisseurs, très efficaces a priori. Multi-usage. Voilà. Mais c'est vraiment l'objectif de tous ces espaces, c'est vraiment l'aspect aussi multi-usage. Alors là, en l'occurrence, on voit un bassin de rétention-infiltration, qui est un bel espace qu'on a voulu végétaliser, arborer, agréable.
qui aurait pu aussi accueillir d'autres usages. On aurait pu y implanter des bancs si la commune avait souhaité développer autre chose. Bon, là, c'était déjà une démarche importante et suffisante déjà à intégrer en termes de gestion des eaux pluviales. Mais c'est une idée qu'il faut avoir en tête, c'est que ces espaces peuvent avoir aussi et accueillir d'autres usages. Mais déjà, ils ont un réel intérêt paysager et apportent beaucoup de bien-être aussi aux gens qui peuvent en bénéficier. En qualité de vie, on n'en doute pas. Oui. Tout à fait. Donc là, vous voyez d'autres types d'ouvrages qui font partie qu'on peut trouver au sein de ce quartier. Et comme le disait Benoît aussi tout à l'heure, c'est ce travail-là, au travers de la gestion des eaux pluviales, réunit plusieurs compétences. Et c'est l'occasion aussi de communiquer sur le rôle de chacun au travers de ces espaces. Donc il y a la végétalisation, donc on pense bien que les espaces verts vont y travailler, mais il y a aussi la voirie au travers des passages à gué, l'hydraulique bien sûr avec l'entretien de tous les caniveaux gris qui permettent l'alimentation de ces espaces. La communication est très importante aussi, et au sein de ce quartier, on a beaucoup travaillé cet aspect-là en mettant en place une table d'interprétation qui réunit en fait l'ensemble du travail qui a été fait à l'échelle de tout ce quartier, qui présente un peu tout ce cheminement de l'eau et qui permettent à tout à chacun, un passant quelconque, usager, technicien qui veut en savoir un peu plus, de se rendre sur place et de comprendre un peu comment ça fonctionne. On n'a pas forcément de problème d'acceptabilité, peut-être dans les services plus que par la population, parce qu'en fait remettre du verre, j'imagine que c'est quelque chose qui est plutôt bien vu. Alors c'était... oui, mais à la fois compliqué parce qu'en fait, là, la porte d'entrée, c'était quand même la gestion d'une problématique hydraulique. Donc, il fallait d'abord aussi qu'on puisse répondre à ça. Donc, il a fallu quand même travailler. Et ça a été très important. Et je pense aussi la base de la réussite du projet, c'est qu'en fait, on a réussi à réunir l'ensemble des interlocuteurs dès le départ. Aussi bien les hydrauliciens, mais aussi les espaces verts qui auraient à gérer après la réalisation du projet ces espaces. Hein. On les a fortement sollicités pour le choix de la palette végétale et ce qu'eux envisageaient. Les riverains aussi, on leur a fait le choix de chaque d'essence d'arbres, par exemple, hein, qu'ils voulaient avoir auprès de leurs habitations. Donc c'était important d'intégrer tout le monde à la démarche. Et du coup, ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, c'est un projet qui est véritablement intégré, compris du point de vue hydraulique, mais aussi intégré à l'espace et à l'environnement. Et alors, je voulais en profiter pour vous présenter un deuxième projet. La porte d'entrée n'était pas du tout la même, là, puisqu'en fait, on n'avait pas véritablement de problématique hydraulique, mais c'était un espace, on est au cœur d'un lotissement qui a été rétrocédé assez récemment par la commune de Portet-sur-Garonne. On est juste à côté du quartier Renoir. Et en fait, là, on a voulu travailler, c'était un lotissement où il y avait déjà un bassin de rétention infiltration, mais qui fonctionnait mal parce qu'il accueillait les eaux finalement juste par mise en charge du réseau. Et là, on a voulu en profiter de ce moment de rétrocession pour déconnecter aussi cet espace-là, ce bassin versant-là, du réseau principal que j'évoquais tout à l'heure, qui était surchargé, pour lui redonner de la capacité. Et donc, du coup, on a créé cet aménagement. Alors là, la démarche, elle est différente, c'est-à-dire qu'on est venu agrandir, chercher un bassin versant supplémentaire. En fait, vous voyez un petit carré vert qui est le bassin de rétention qui était existant à l'époque d'origine, qui accueillait les eaux du lotissement. Et là, on est venu chercher par extension du réseau un bassin versant beaucoup plus large, mais qu'on vient traiter sur un seul et même endroit qu'on a aménagé différemment. Donc on a retravaillé le bassin de rétention existant. On voit c'est la partie de gauche qui correspond à peu près au périmètre d'origine. On l'a retravaillé, c'est celui qui reçoit vraiment toutes les eaux de l'ensemble du bassin versant. On a presque 25 000 m² de bassin versant qui sont traités et qui arrivent ici. Donc c'est un bassin qui est matérialisé, hein, juste par une petite ganivelle, barrière bois toute simple, très plantée, très dense, donc du coup qui accueille une biodiversité très importante et qui va se développer. Hein. C'est un projet beaucoup plus récent qu'on a réceptionné en 2023, donc il est encore
en cours de développement. Et après, sur la partie de droite, on a profité de l'espace qu'on avait récupéré pour en faire en fait un champ d'expansion de ce premier bassin pour permettre en fait de gérer éventuellement des pluies beaucoup plus importantes, hors normes. Et du coup, donc c'est un espace qui est plutôt à vocation de rester sec, mais qui peut accueillir là aussi d'autres usages. D'ailleurs, je vais vous montrer des photos et vous allez voir qu'il y a des petites assises qui ont été mises en place, vous voyez sur cette partie, la partie de droite, et qui peut éventuellement devenir un théâtre de verdure ou un espace de jeu pour les enfants. Et vous voyez à gauche là le bassin, alors qu'il est, voilà, il est encore pas encore tout à fait végétalisé, mais voilà, vous voyez voilà, l'ensemble. Et les deux espaces sont séparés par une passerelle bois, donc qui symbolise aussi, qui a toute cette symbolique autour de l'eau. Enfin voilà, il y a tout un tas de messages aussi qui passent au travers de ça. Et du coup, là, on requalifie vraiment l'espace qui est enclavé entre les bâtiments, les collectifs et des villas, et qui apporte là aussi beaucoup de fraîcheur, de bien-être. Voilà, un accès à la nature aussi pour les riverains, et tout en gérant quand même un important bassin versant au niveau des eaux pluviales. Et de lieux de vie, j'imagine, parce que les gens doivent s'en emparer. Du coup, voilà. Donc les gens se l'ont pas encore beaucoup approprié. Bon, il vient d'être réceptionné, il est tout récent, mais on imagine que ce sont des espaces là qui vont pouvoir réunir aussi les familles, les enfants, et on peut aussi beaucoup communiquer. La ville va pouvoir beaucoup communiquer au travers de ça. Voilà. D'accord. Je crois que voilà, encore des photos. Encore d'autres. Voilà. L'idée c'était de vous emmener sur le terrain là, pour compléter un petit peu tout ce qui avait été dit précédemment. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure, pour conclure un peu, c'est important la force de l'exemple. En fait, oui. C'est-à-dire que c'est pas toujours évident de convaincre tout le monde, mais quand on a quelque chose réalisé et que ça marche et qu'on a réussi et comme votre projet de 2019, on voit que ça a changé les choses, on embarque tout le monde plus facilement avec des exemples. Ah oui, complètement. Et du coup, on prend plaisir aussi à le partager avec les collectivités voisines et même en interne pour montrer que c'est possible et que du coup, on peut aboutir à atteindre différents objectifs au travers de la porte d'entrée de la gestion des eaux pluviales aussi. C'est vraiment, c'est ce que développe l'Agence de l'eau peut-être dans son prochain programme, c'est vraiment la renaturation, l'accès à la renaturation, au développement d'une biodiversité, tout en gérant aussi les problématiques hydrauliques et en valorisant surtout ce que sont les eaux pluviales. Et c'est pas si compliqué. Merci beaucoup Cécile Martineau pour ces exemples de terrain, les pieds dans l'eau, oui, on a bien vu. On va se tourner vers vous, Cathy Boyd-Wetter. Vous allez pouvoir rebondir sur ce qui a été dit, et notamment aussi parce que vous travaillez avec Toulouse Métropole, et Benoît Couillet nous a présenté le schéma directeur. Présentez-nous votre travail. Vous, c'est plutôt sur la réutilisation de ces eaux de pluie qu'on voit là. Alors ça, c'est un des volets effectivement de schéma directeur. C'est Hydrotech et mandataire le groupement de bureaux d'études qui travaillent, qui sont multicompétences. Et un des sujets qui est identifié notamment pour Toulouse même, c'est qu'à la différence des communes en périphérie, au sein de Toulouse, il y a une grande partie qui est déjà imperméabilisée. Un des sujets, c'est de pouvoir, je vais peut-être essayer de passer un peu plus directement ici, une des questions qui a été posée par Toulouse Métropole, c'est parfois on a besoin, notamment en plein centre-ville, de pouvoir arroser et d'avoir plus d'eau disponible pour arroser des plantations d'arbres, notamment les jeunes arbres. On pense notamment les remplaces sur les allées Jean Jaurès. Et actuellement, il y a encore les cas où l'eau potable est utilisée pour arroser ces plantations. Alors que maintenant, la notion, c'est de ne pas utiliser de l'eau potable, c'est normal pour cet usage-là. Donc, la question posée dans le cadre du schéma directeur, c'est est-ce qu'il y a les possibilités de l'utiliser les eaux de pluie pour pouvoir arroser les plantations dans les zones, certaines zones, notamment dans Toulouse. Donc, les besoins sont croissants avec le plan 100 000 arbres, donc 10 000 arbres par an pour Toulouse. Il y a des jeunes arbres. Un arbre, une fois qu'il est mature, il n'a pas besoin d'aide. Il va chercher l'eau lui-même.
Par contre, les jeunes arbres ont besoin pour survivre. Ici, on prend le cas des remblasses, par exemple, où il y a un parking en souterrain. La réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau qui est disponible pour les arbres, donc ils ont besoin d'un peu d'aide pour commencer. Donc, il a les besoins. Il y a une tension sur les ressources en eau, c'était très bien dit par l'agence de l'eau, et il a la population en hausse, y compris au sein de Toulouse. Et il a les précipitations qui sont de plus en plus erratiques, donc on était plutôt vers 630 voire 700 mm par an. En 2022, ça a descendu à 400 mm sur Toulouse-Blagnac. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut récupérer ces eaux de pluie pour pouvoir aider les services d'espace vert, pour pouvoir arroser ces arbres et ces plantations. Alors, idéalement, si vous avez écouté Benoît plus tôt, il a dit qu'il y a 600 bassins de rétention. Le problème, c'est que ces bassins sont plutôt les bassins de compensation, c'est-à-dire qu'ils sont là pour pouvoir stocker les eaux de pluie lors d'un orage, mais après, il faut qu'ils soient rapidement vides. Donc, il ne peut pas être utilisé pour stocker de l'eau à long terme pour pouvoir, après, en période estivale, arroser les plantations. Donc, on a cherché vraiment les zones de stockage existantes, potentielles, les trous, pour le dire de manière que c'est, où on pouvait éventuellement stocker les eaux de pluie et pouvoir après garder les eaux de pluie pour que pendant l'été, pendant les 6 mois de saison sec, qu'on pouvait arroser les plantations. Et on a trouvé 3 possibilités. Donc, il y a 3 projets qui ont été, où il y avait un potentiel existant de stockage qui n'était pas utilisé pour compensation, donc dans lequel on pouvait garder de l'eau pendant un certain temps. Le premier, c'est le parking à Place Belfort. Donc, c'est un ouvrage qui n'est pas du tout un ouvrage de stockage de l'eau au début, mais qui a une capacité d'à peu près 7000 m3. Ça avait l'air intéressant dans un premier temps. Et en plus, c'est en plein centre-ville. Et en plus, c'est près des Remblasses. Et en plus, c'est pas très loin de Place de Capitole. Donc, les autres plantations qui pouvaient être là, ça pouvait être intéressant. Donc, c'était le premier site. Le deuxième, c'est le bassin Saint-Sylve. Le bassin Saint-Sylve, c'est un ancien réservoir d'eau potable d'il y a longtemps. Une fois que ce n'était plus utilisé pour l'eau potable, c'était reconverti déjà pour être stockage des eaux de pluie. La réalité, c'est au niveau de compensation, enfin, c'est un gros bassin, c'est 15 000 m3 au total. Il y en a 7 000 qui sont nécessaires pour éviter d'avoir les inondations du quartier. Il y en a 7 000 qui ne sont jamais utilisés, sollicités, y compris pendant les gros orages. Potentiellement, ça pouvait être utilisé. Et donc, ça, c'était le deuxième site. Et le troisième, c'est sur le ZAC, donc très différent. Un parking, un bassin d'eau potable, et le troisième, c'est un tuyau en DN 2000 qui alimente maintenant les bassins de compensation aux côtés de l'ZAC de Montaudran. Donc beaucoup plus petit, mais c'est un DN 2000 qui est en siphon et qui naturellement a un stockage d'à peu près 400 m3. Donc on est en train de parler d'un petit volume par rapport aux autres, mais qui est là et sur lequel, du fait où ça existe, cette eau-là pouvait éventuellement rester stockée et ça ne mangerait pas la partie de la compensation. Donc les besoins étaient là. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'eau? J'ai déjà vendu le mèche. Pour les 2 premiers, c'était plutôt par rapport à les allées Jean Jaurès et Place de Capitole. Initialement, on pensait pour le bassin Saint-Sylve des arbres des cimetières Terre-Cabade. En réalité, cette zone-là, quand on a fait l'étude, c'est plutôt les arbres qui sont matures, qui ont moins besoin. Donc, c'était celui-là, le couplage peut-être était un peu différent. Et l'avantage de la ZAC de Montaudran, c'est que c'est une zone ZAC qui est récente, qui a les jeunes arbres, les plantations qui sont là, et qui actuellement utilise à peu près de mémoire 6000 m3 d'eau potable pour la plantation actuellement. Donc, c'était intéressant de l'étudier. Donc, on avait les potentiels, on avait les besoins. Il fallait faire les études après, donc au niveau de l'évaluation des contraintes, les bénéfices, les contraintes techniques et les coûts. Alors, c'est là où ça commençait à être intéressant parce qu'on a appris que ce n'est pas toujours parce que c'est là que c'est très facile à utiliser. Si on commence par le parking de Place Belfort, en réalité, le bassin versant et donc la surface active qui est raccordée sur cette place est relativement petit. C'est l'ordre de 0,2 hectares. C'est-à-dire, si on voulait récupérer l'eau, il fallait récupérer tout.
C'est un eau urbain. Il fallait envisager de mettre un pré-traitement en place donc pour récupérer à la fois les hydrocarbures éventuellement, les sables, les restes de pneus et tout le reste. Et c'est un bassin très profond. C'est un parking très profond, 9 mètres de hauteur. On a réalisé que si on voulait l'utiliser pour le stockage, ça allait être relativement complexe pour l'utiliser et surtout qu'il fallait dimensionner un pré-traitement pour qu'on pouvait récupérer toute l'eau parce que le bassin de collecte était petit. Donc, il fallait surdimensionner à 100 mètres cubes, je crois, les pré-traitements. Donc, très vite, le projet devenait assez contraignant et assez cher à réalisation. Le deuxième, donc, qui est bassin Saint-Sylve, donc l'ancien réservoir d'eau potable, si vous me suivez bien. 15 000 mètres cubes, 7 000 qu'il faut garder pour la compensation pour les grosses pluies. Le reste, on pouvait utiliser. Donc, on avait imaginé pour les arbres des cimetières. Après, on a réalisé, eux, ils n'avaient pas besoin. Mais ce qu'on a vu en travaillant sur le schéma directeur, c'est qu'il a les grosses canalisations qui pouvaient éventuellement amener les eaux de ce bassin. En mettant un petit tuyau pour l'arrosage, on pouvait les amener jusqu'à les allées Jean Jaurès. Donc, c'était intéressant au niveau de l'utilisation. C'est un plus gros bassin versant, donc un plus gros surface active. Et donc, du coup, on pouvait faire des pré-traitements plus petits, de l'ordre de 40 mètres cubes, ce qui était intéressant. Par contre, ça restait assez cher à réaliser. Ce bassin, il est en partie sous un espace vert et en partie sous une école primaire. Donc, il y avait des contraintes de réalisation qui étaient assez importantes et donc un coût qui était très important. La troisième situation, qui est le bassin de Zac-Montaudoin, donc la petite zone de stockage, il existe déjà. Il a déjà de l'eau dedans, il a déjà de l'eau de pluie dedans parce qu'il alimente les bassins de compensation qui sont après. Il y a la plantation qui est juste à côté avec les arbres. Il y a l'utilisation à ce jour de l'eau potable avec la réalisation d'un petit réseau d'arrosage et avec un petit système et c'est un très gros bassin versant, j'ai oublié de le dire. Donc, on n'a jamais de problème toute l'année. On va pouvoir avoir de l'eau là-dedans et l'utiliser. Et donc, de ce fait, on trouve avec un projet qui n'est pas trop cher, qui est très efficace et qui va servir à long terme. Donc, le lauréat sur ces raisonnements-là est le projet de l'ESAC de Montaudoin. Après, il y a la question toujours, parce que c'est donc du coup, les autres sont... Ah oui, c'est pas très grave. Est-ce qu'on peut aider peut-être à passer la slide? On peut aller vraiment jusqu'à la fin. Donc, celui de lauréat, c'est celui qui est là. Après, la question, comme c'était déjà dit, c'est qu'on est dans une situation où donc le projet est mené par le cycle de l'eau, mais c'est une installation qui va être gérée après potentiellement par les espaces verts. Il y a beaucoup de monde là-dessus. C'est qui va payer la réalisation, qui va payer l'exploitation. Donc, je laisse mon collègue de gauche prendre le sujet par la suite. Elle vous le refile. Vous avez vu le sujet, la transition. J'ai même pas besoin d'être là, en fait. Vous faites les transitions sans moi. Alors, Sandrine Potier, merci Cathy Boyd de Water pour cette présentation. Mais on voit effectivement la question de la contrainte quand même, qu'elle soit technique ou financière. Alors, Sandrine Potier, à la FNCCR, vous avez une vision globale de toutes les collectivités. C'est quoi la place de ce sujet pour de gestion des eaux pluviales? Je crois que normalement, ils sont tous ouverts. Non. Si c'est bon. Ouais, on vous entend. Oui, alors donc effectivement, j'ai pas de diapo moi à vous présenter. C'est pas grave, on va vous écouter. En effet, je reviens en fait sur la stratégie. Enfin, je vais revenir en fait sur cette stratégie qui doit être réfléchie, analysée, prise en compte sur les différents territoires. Mais peut-être d'abord, j'avais prévu rapidement de vous présenter. Peut-être en deux mots la FNCCR, puisque c'est voilà, peut-être que vous ne connaissez pas forcément. Donc FNCCR pour Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Donc on est une association de collectivités et on intervient dans le domaine du cycle de l'eau, hein, pas seulement. Et pour cette partie cycle de l'eau, donc on représente plus de 600 collectivités qui représentent environ 60 millions d'habitants sur le territoire, hexagone et département d'outre-mer. Voilà, donc on essaye d'accompagner au mieux nos collectivités adhérentes sur le petit et grand cycle de l'eau. Et donc, évidemment, cette question de l'eau dans la ville pose question aussi à nos collectivités adhérentes. Et forcément, ça a des implications.
pour elles, mais pas seulement pour elles, hein, c'est aussi savoir ce que ça signifie pour les usagers. On a vu que la communication, et je vais y revenir, est aussi très importante. Donc, on l'a vu, hein, l'eau dans la ville, c'est pas neutre. Hein, quand on dit ça, ça peut être un sujet très large. Et on a vu qu'au sens de la gestion des eaux pluviales, eh bien, on a vu que voilà, on n'était plus dans cette évacuation vers les réseaux, mais plutôt d'utiliser la ressource, enfin en tout cas cette eau, comme une ressource pour justement faire vivre la ville. Et donc en fait, c'est bien en désartificialisant que nous allons pouvoir privilégier l'infiltration. On l'a vu, je ne reviens pas sur tous ces bénéfices qui sont recherchés. Donc recréer des îlots de fraîcheur, recréer en tout cas des aires et des espaces récréatifs, du bien-être et du confort en ville à travers cette végétalisation, on l'a vu. Mais c'est aussi accepter, et on l'a vu à travers les différentes présentations, c'est aussi accepter que l'eau s'écoule librement dans la ville. Donc c'est aussi une dimension à prendre en compte. Alors inutile de dire qu'ici on est tous convaincus qu'il faut à nouveau réintégrer le cycle naturel de l'eau dans la ville. Mais voilà, maintenant, comment les collectivités doivent atteindre cet objectif de manière efficace. On l'a évoqué aussi, on a toute la dimension qui est liée aux incertitudes du changement climatique. Et aujourd'hui, les stratégies qui sont réfléchies, seront-elles suffisantes demain ? Est-ce que les territoires qui sont sans enjeu aujourd'hui le seront, ou en tout cas seront toujours épargnés demain? Voilà, autant de questions qu'il est nécessaire de se poser, en tout cas à travers toutes les stratégies politiques qui sont aujourd'hui à construire. On l'a dit également, on a une amplification et un accroissement des pluies qui vont augmenter dans le temps et dans l'espace. Et donc, la difficulté pour les collectivités, ça va être de définir aujourd'hui ce niveau d'exigence, ce niveau de service, ce niveau d'engagement qu'il est nécessaire de tenir. Et pourquoi ? Parce que justement, on oublie les réseaux, mais on peut se dire que l'absence d'ouvrages ou l'insuffisance des ouvrages engage ou pourrait engager en tout cas la responsabilité des collectivités et plus encore pourrait aussi être en lien avec une insécurité publique. Donc c'est vraiment autant de questions qu'on doit se poser. Pour une autre raison, c'est que l'eau s'écoule et ne connaît pas les périmètres administratifs. Hein. Donc il n'y a pas de frontières. Et donc là aussi, la collectivité va devoir réfléchir, se pencher sur la pertinence d'intervenir, certes, sur les aires urbaines, mais peut-être pas seulement, c'est-à-dire qu'on peut aussi réfléchir à savoir quelles sont les actions à mener, quelles sont les mesures à prendre aussi dans les aires naturelles. La collectivité a cette faculté, a cette compétence, puisqu'on est aujourd'hui, avec la GIEP, au croisement de tout un ensemble de compétences. Donc on l'a vu, c'est aussi un croisement très fort qu'il doit y avoir avec celui de l'aménagement. Et donc là aussi, ça a été dit, c'est toute une coopération qui doit être enclenchée avec les maîtres d'ouvrage. Il faut savoir que sur le territoire et en fonction des collectivités, les maîtres d'ouvrage peuvent être différents. Par exemple, à l'échelle d'une agglomération, eh bien, on peut avoir la voirie ou les espaces verts qui sont exercés à une échelle communale. Donc forcément, ça intègre de la difficulté au suivi et à la mise en œuvre de ces projets. Et donc, au-delà de ces aspects politiques qu'il va falloir mener, eh bien, il va falloir aussi insister sur la concertation entre les services. On l'a dit, mais c'est très important parce que même si on est tous convaincus aujourd'hui ici,
c'est de faire en sorte qu'il y ait un partage de connaissances, un partage de compétences, mais qui va aussi on va devoir aussi porter la réflexion jusqu'à la définition du patrimoine, à savoir redéfinir, identifier le patrimoine, savoir qui fait quoi, qui intervient, qui le finance, mais aussi qui en est responsable. Donc toutes ces questions doivent être posées à l'amont de ces projets pour leur suivi dans le temps. Et il est évidemment recommandé que ce soit formalisé pour que chacun prenne conscience de l'importance de cette réflexion. Donc, on l'a dit aussi, et ça, je voulais insister sur ce point, c'est toute la communication qu'il est utile de mener auprès des usagers, puisque dès lors que la collectivité aménage ou réaménage l'espace public, eh bien, elle doit avoir un discours clair, audible, auprès de ces usagers citoyens, pour qu'ils comprennent à quoi servent ces ouvrages multifonctionnels, évidemment, mais aussi qu'ils comprennent pourquoi l'eau est de nouveau visible, puisqu'on le sait, l'eau peut être aussi source de danger, source de crainte et d'inquiétude. Donc, il est important que les pouvoirs publics communiquent très largement auprès de leurs usagers pour tout simplement les rassurer et qu'ils comprennent exactement les bénéfices qui sont apportés par ces ouvrages. Et on l'a vu, ils sont multiples et on a une richesse à ne pas ignorer. Voilà, autre point, les écoulements, parce qu'effectivement on parle beaucoup des aménagements de l'espace public, mais on a aussi une incertitude face à ces écoulements qui sont naturels et qui peuvent venir aussi impacter les propriétaires fonciers. Donc ces propriétaires fonciers, il y a aussi de la communication à faire auprès d'eux, puisqu'ils ont un rôle à jouer dans la manière de réaliser leurs projets sur leur propriété pour réduire les impacts sur leur propre propriété, mais aussi sur les propriétés voisines, puisqu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, il existe quand même beaucoup de contentieux sur ces écoulements qui sont mal gérés entre propriétés privées. Voilà, enfin, donc pour terminer ce propos, on l'a vu, l'eau dans la ville, c'est une solution, c'est une des solutions face à l'adaptation au changement climatique. Elle ne peut pas cela implique en tout cas qu'il y ait une forte coordination, une forte mobilisation des politiques, des élus, mais aussi des services qui vont devoir apprendre à travailler ensemble pour justement faire en sorte que ces projets aboutissent et qu'ils vivent. Pour rappeler qu'il existe aujourd'hui des outils réglementaires, hein. Ils sont multiples, mais les principaux, c'est le SCOT, le PLU, on l'a vu, les zonages pluviaux, enfin les schémas directeurs en sont aussi. Il existe des outils réglementaires que les politiques, que les services, que les collectivités doivent utiliser, sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour justement intégrer fortement cette gestion intégrée de l'eau pluviale, puisque l'objectif, en tout cas la finalité, c'est bien que cette gestion intégrée, la mise en œuvre en tout cas de cette stratégie sur les territoires devienne incontournable et incontestable, en tout cas sur tous les territoires, que ce soit porté par les politiques publiques, mais aussi porté par les professionnels, les propriétaires privés. Voilà. On est tous dans le même bateau, j'ai envie de dire. Merci. Vous avez un dernier point que vous vouliez dire ? Voilà, oui, juste un point, puisque effectivement, sur tous les aspects techniques, on a vu qu'il existe de multiples solutions, mais on accompagne en tout cas nos collectivités aussi sur tous les aspects juridiques, puisqu'ils sont aussi nombreux. C'est une compétence qui est complexe, en tout cas c'est une stratégie
de la GIEP qui est complexe à mettre en place sur les territoires. Et donc, on accompagne nos collectivités sur tous ces aspects juridiques. Il y a des documents qui sont disponibles sur notre site internet. Et on a notamment une plaquette qu'on a réalisée. Et j'ai quelques exemplaires avec moi, voilà, si ça intéresse. Le salon, il reste un petit peu de temps sur le salon. Merci beaucoup Sandrine Potier d'avoir dézoomé et montré qu'au-delà des gains techniques que vos prédécesseurs avaient bien exposés, il y a des questions politiques, juridiques, enfin voilà, il y a d'autres contraintes qu'il faut prendre en compte. Les professionnels, vous les avez aussi évoqués. On va leur donner la parole. Merci beaucoup. On va aller avec vous, Jean-Baptiste Land. On était très à terre. On va monter un petit peu, c'est ça, avec Cactile. Expliquez-nous ce que vous faites. Oui, bonjour, merci. Donc en effet, Jean-Baptiste Land, je suis fondateur de la société Cactile, qui est un système de tuiles qui stocke l'eau de pluie. Voilà, donc comme vous l'avez dit, l'enjeu de l'adaptation au changement climatique, il est principalement urbain. On a ces cycles de l'eau qui sont modifiés et qui impactent particulièrement les villes. Et jusqu'à présent, la gestion de l'eau en ville, elle se faisait en effet plutôt en souterrain, ce qui était le plus pratique. Aujourd'hui, c'est un système qui souffre un peu de son manque de résilience et du fait aussi qu'on soit moins dans une logique d'évacuation que de conservation de l'eau sur place, puisqu'on redécouvre le fait que ce soit une ressource locale qu'il faut mieux mobiliser. Donc on essaie de gérer aujourd'hui l'eau plutôt au sol, et c'est évidemment ce qu'il faut faire, ce qu'il y a de mieux à faire pour la gestion de l'eau, pour la biodiversité, pour les températures. Mais on voit bien aussi que techniquement, dans les faits, c'est compliqué. Parce qu'une ville, c'est avant tout un ensemble de bâtiments. C'est ça qui caractérise une ville. Ce sont des gens qui habitent ensemble, qui travaillent ensemble et qui se regroupent. Donc on a une densité de bâtiments qui est assez forte et qui va être de plus en plus forte, en plus avec la loi ZAN, qui vient contraindre quelque part le périmètre d'extension des villes. Et donc on est effectivement parti de ce constat pour se dire mais comment est-ce qu'on peut arriver à faire de la place à l'eau de vie, à l'eau en ville, pardon. L'eau de vie, c'est autre chose, on peut en faire de la place. C'est une belle image, ça marche. Donc faire de la place à l'eau de pluie en ville, dans ce champ de contraintes, et on s'est dit, si une ville, c'est avant tout un ensemble de bâtiments, est-ce que le bâtiment, plutôt que de n'offrir qu'un service individuel, qui est d'avoir un toit sur la tête, ne peut pas aussi participer à cet effort collectif? Et c'est comme ça qu'on a imaginé un système donc, de tuiles qui permet d'utiliser les bâtiments pour venir à la fois tamponner les eaux de pluie quand elles tombent en excès, mais également faciliter sa redistribution en ville, d'autant que si on la stocke en hauteur, on a un stockage gravitaire et donc on n'a pas besoin de pompe pour la réutiliser, on va utiliser la gravité. Donc une fois que j'ai dit ça, en général, on me dit ok, mais je vois pas bien comment ça marche. Ça ressemble à quoi? Donc j'ai une petite vidéo qu'on peut passer qui va vous montrer les essais. Donc là, on est au stade du prototypage. On a installé 6 mètres carrés de tuiles sur un banc de test. Et vous allez voir les résultats des tests. Donc on fait tomber des pluies assez importantes. On fait tomber des pluies assez importantes pour regarder vraiment comment se passent les écoulements, sachant que sur les pluies réelles qu'il y a eu ces derniers jours, en fait, on a une efficacité qui est quasi totale, quoi. Donc là, sur cette gamme de pluie, là, on est sur du 90 mm par heure. On voit comment se passent les écoulements. Donc là, on arrose les parties supérieures et on n'arrose pas volontairement la dernière rangée de tuiles pour regarder comment se passent les écoulements. Et on voit qu'on récupère quasiment tout. Donc là, on est monté, vous allez voir sur le film, jusqu'à une intensité de 240 mm par heure. Donc c'est très très important. Et on a encore un très bon niveau d'efficacité en termes de récupération. Question un peu bête, mais pour comprendre bien comment ça marche, en dessous, c'est redistribué vers des tuyaux qui redescendent l'eau? Il y a un stockage immédiat en dessous? Alors tout est stocké sur le toit. En fait, on est parti aussi sur le principe qu'une charpente, aujourd'hui, la plupart des charpentes, elles sont en capacité de supporter jusqu'à 80 kg par mètre carré en charge courante. On utilise cette capacité de soutien pour aujourd'hui porter de la terre cuite, majoritairement. C'est 40% des toitures en France. Donc nous, on s'est dit, cette fonction de miseur d'eau qu'assure la terre cuite aujourd'hui et d'évacuation de l'eau, on sait la faire avec des matériaux beaucoup plus légers, comme de l'acier. Là, on est sur en fait de la tuile emboutie en type bac acier, si vous voulez, qui assure une fonction de mise hors d'eau pendant plus de 50 ans sur le bâtiment, comme une toiture traditionnelle, sauf que c'est beaucoup plus léger et ça va permettre de conférer à la charpente d'autres fonctions, et notamment le stockage d'eau de pluie. Donc on est sur un produit qui stocke 40 litres d'eau par mètre carré,
sans avoir besoin de renforcer la charpente. On vient enlever les tuiles et on remet ça. Ça veut dire qu'on peut le mettre sur n'importe quel type de toiture aujourd'hui? Exactement. Transposable. On est sur des toitures en pente et on a une version, on travaille sur une version façade. Notre premier chantier va être en façade également. On voyait tout à l'heure, par exemple, les immeubles à Aurillac où on désimperméabilise le parking et on voyait des grandes façades à nu. Donc on peut venir faire un habillage de façade intégrant des réservoirs comme ça qui vont permettre au bâtiment d'avoir ce rôle de réservoir tampon quelque part, venir appuyer la désimperméabilisation de la zone. Et toute cette eau, donc on va pouvoir la réutiliser pour irriguer des arbres par exemple, puisqu'on va avoir besoin d'eau en ville. Donc on a différents cas d'usage. Donc on a des chantiers aujourd'hui qui sont en préparation sur une école à Albi, le préau d'une école à Albi, où l'idée c'est de pouvoir ensuite réutiliser l'eau. Donc simplement on va changer à peu près 200 mètres carrés de tuiles sur ce préau. Ça va nous constituer un réservoir d'environ 7 mètres cubes de capacité. Donc environ un peu plus de 100 mètres cubes qu'on va pouvoir récupérer localement. Et donc cette eau va accompagner le projet de végétalisation de la cour d'école. Elle va également être utilisée par la collectivité pour venir remplir les balayeuses de rue, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on nettoie encore beaucoup les rues à l'eau potable. Donc on crée des points de distribution d'eau de pluie un peu partout en ville et très facilement. Ça s'adresse, vos clients, c'est plutôt les collectivités, ou est-ce qu'un particulier peut dire, parce que le sujet mérite d'embarquer tout le monde, un particulier peut dire, moi sur ma toiture, je voudrais mettre des tuiles comme ça? En fait, on va s'adresser à tout le monde, du moment que c'est une toiture en pente ou une façade. Ouais. Après, il y a un enjeu de certification. Donc là, on est au stade de prototypage. On va avoir donc 5 chantiers tests qui sont tous dans le Tarn. Donc on a le préau de l'école Albi, on a une médiathèque à Groyer également dans le Tarn, et après des entreprises privées également. Et j'ai oublié votre question, c'était si ça un particulier pouvait se doter de ce système. Nous aujourd'hui on veut plutôt commencer à travailler avec les collectivités sur du bâtiment public et ensuite après effectivement les toucher, pouvoir distribuer ce produit et essayer d'engager un maximum de surface privée comme publique dans cet effort collectif d'adaptation. Question qui fâche très rapidement, ça coûte combien? Alors aujourd'hui on est au stade du prototype, donc c'est pas complètement stabilisé, mais on pense qu'on va être à un prix de vente autour de 150 € du mètre carré sur ces deux fonctions, donc couverture du bâtiment et gestion de l'eau de pluie. Ce qui fait qu'on est proche d'une technique de végétalisation. En fait, on est dans la gamme de... Sauf qu'en général, les techniques de végétalisation, c'est il faut faire l'étanchéité. Et nous, on a l'étanchéité qui est également inclus dans le système. Merci beaucoup. On voit que les calculs vont être faits par chacun assez rapidement. Merci beaucoup Jean-Baptiste Hollande. En tout cas, ça donne des idées, des perspectives concrètes et étonnantes. On vient en faire vers vous, Guy Le Curieux Lafayette. Merci de votre patience à nos côtés. Chez Green Citizen, on utilise la technologie, la donnée au service de ce sujet. Oui, bonjour. Alors, je vais prendre Oui, tout à fait. Vous en avez besoin. Alors bonjour à tous, oui, donc je suis Guy Le Curieux Lafayette, donc un des cofondateurs de Green Citizen. Donc Green Citizen, c'est une green tech donc, qui existe depuis à peu près 7 ou 8 ans. Donc nous avons été rachetés récemment par une société qui s'appelle Simplicity, donc on fait partie maintenant d'un groupe un peu plus important, mais on est concentré sur, je dirais, la gestion, enfin on apporte des solutions pour la gestion des réseaux d'eau, par les données, donc des solutions technologiques. Donc quand je dis ça, j'ai dit pas grand-chose. En fait, on s'appuie sur le principe qu'on ne gère bien que ce que l'on mesure. Donc on apporte, je dirais, une couche je dirais, de capteurs connectés sur différents sujets. Donc je vais vous présenter 2 cas d'usage qui sont en relation avec le sujet d'aujourd'hui, qui est l'eau dans la ville. Alors, le premier sujet, ce sont les avaloirs connectés. Donc les avaloirs connectés, ce sont les bouches d'égout que vous voyez sur la voie publique qui sont censés récupérer les eaux de pluie et les véhiculer vers le réseau naturel. Donc effectivement, idéalement, c'est mieux d'infiltrer en local, mais on a, je dirais, un patrimoine existant qui est important. Et le problème avec ces avaloirs, c'est qu'ils ne se remplissent pas que de l'eau, mais ils se remplissent aussi de beaucoup de déchets.
ces déchets, ou des fois quand ce sont des feuilles, c'est du sable, c'est différents éléments qui viennent obstruer ces avaloirs, donc empêcher leur fonctionnalité de base qui est de véhiculer l'eau et éviter les inondations, et en plus qui viennent polluer le milieu naturel, que ce soit la mer ou les rivières. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place des capteurs dans ces avaloirs, de façon à mesurer en permanence le niveau de déchets dans le réseau, de façon à faire les curages au bon moment et où il faut. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des curages actuels sont faits de façon préventive, avec des campagnes un peu empiriques. On passe 2 fois par an sur tel avaloir, parce qu'on sait qu'il se remplit. Mais des fois, on passe pas au bon moment. Des fois, on passe trop souvent. Voilà, donc c'est complètement inefficace. On a un exemple avec Marseille. Marseille, il y a 17 000 avaloirs. Et l'objectif chaque année, c'est de faire 50 000 passages par an. Donc les passages, on ne parle pas de curage. Donc nous, on a complètement renversé la chose avec la collectivité et l'exploitant. C'est de dire, plutôt que de faire du curage préventif, faire du curage efficace sous forme d'alerte. Donc tous les jours, les agents ont une cartographie avec le taux de remplissage des avaloirs, et ils ne vont curer que ces avaloirs qui sont nécessaires. Donc depuis qu'on a installé le système, ça fait à peu près 3 ans, ils ont réduit de moitié les déplacements inutiles. Ils sont passés de 50 000 visites à 25 000 curages efficaces, 70 tonnes de déchets supplémentaires, et un contrôle sur le risque d'inondation. Donc la collectivité a une vue sur les indicateurs qui leur permettent de savoir en permanence qu'il n'y a pas de risque d'inondation, il n'y a pas de risque de pollution du milieu, et que tous les capteurs, il y en a 5 000, 5 000 capteurs qui ont été déployés dans le réseau, les 5 000 capteurs sont opérationnels. Donc ça, c'est un exemple, et donc il y a pas mal de collectivités sur la côte qui sont intéressées, mais aussi des collectivités à l'intérieur, puisque en fait, si on ne déverse pas dans la mer, on déverse d'abord dans la rivière. Donc ça, c'est un sujet intéressant. Et je dirais, pour faire écho par rapport, alors ça c'est plus côté exploitation et environnemental, mais pour faire un écho par rapport à je dirais, sur la partie désartificialisation, toutes ces données qui sont récupérées, qui mesurent en fait le volume d'eau, les zones d'engouffrement, peuvent être utilisées après pour aménager, savoir où on met les priorités en termes de désartificialisation du réseau, par exemple. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, l'arrosage intelligent. Donc on a parlé beaucoup de renaturation. Donc c'est effectivement, il faut de plus en plus de verre en ville. Et la solution, ce n'est pas de supprimer les espaces verts. La solution, c'est de mieux gérer l'eau, la ressource en eau, et comment mieux utiliser cette ressource en eau pour aller arroser. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des arrosages actuels sont faits par programmation. Ça veut dire qu'avec un programmateur qui vient ouvrir des vannes une fois par jour, peut-être 3 ou 4 jours de la semaine, qu'il pleuve, qu'il vente, l'arrosage se passe. Si on prend l'exemple d'hier où il a plu, ça ne sert à rien d'arroser. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un arrosage un peu plus intelligent, entre guillemets. Donc on va venir mettre en place des sondes des capteurs d'humidité du sol en fonction des types de végétaux. Ce capteur, il va remonter une information d'humidité du sol à une plateforme sur laquelle on va élaborer des seuils d'arrosage qui vont redescendre sur des programmateurs d'arrosage de façon à dire j'arrose ou je n'arrose pas. Donc quand il pleut, on ne va pas arroser. On aura la mesure directement du taux d'humidité. Voilà. Et ce mécanisme nous permet de montrer entre 30 et 70% d'économie d'eau. Alors il y a cette partie agronomique, mais il y a aussi la détection de fuite. Ça, c'est aussi un gros sujet. Souvent, les collectivités, comme elles ne mesurent pas, elles ne savent pas qu'elles ont des fuites. On a un exemple avec une collectivité dont je tairai le nom. Ils avaient une fuite de 500 litres d'eau par jour, par heure. Donc ça correspond à peu près par an, à peu près à une piscine olympique et demie de perte d'eau. Donc c'est environ peut-être 4000 mètres cubes d'eau. C'est dommage. Ce qui est énorme. Donc c'est à peu près l'équivalent de la zone de stockage. Et ça depuis des années. Ils étaient persuadés que c'était dû à la pente et que voilà.
Et en mettant notre système, tout de suite, on a détecté la fuite et on a pu le régler. Donc ça, c'est aussi important, c'est-à-dire que non seulement on a cet aspect agronomique, mais on a aussi la surveillance du réseau hydraulique qui est un point important. Et l'autre intérêt aussi, on parlait de plantation d'arbres, l'avantage de cette solution-là, c'est qu'on peut avoir des stratégies. Donc l'arbre en ville, il faut qu'il soit le plus pérenne possible, d'où l'intérêt, enfin pas que l'arbre d'ailleurs, tous les végétaux, développement racinaire. Donc on peut avoir des stratégies d'arrosage qui permettent de favoriser le développement racinaire de l'arbre pour le rendre le plus résilient possible. Notamment dans les premières années, comme le disait Madame Boyd. Et je dirais même après, il y a aussi, même quand un arbre il est mature, il y a des fois besoin de l'arroser en période de sécheresse, continuer à l'arroser aussi. Voilà, donc les bénéfices de cette solution, donc comme je dis, économie d'eau, entre 30 et 70%, donc ça ce sont des économies que l'on mesure et que l'on affiche dans nos applications, donc on est en mesure de le mesurer, de l'afficher, des économies de déplacement, donc on n'a pas besoin d'aller sur le terrain, puisqu'on a cette remontée d'informations, on sait exactement s'il y a un problème de fuite, s'il y a un asperceur qui est cassé. Donc ça permet de décarboner complètement la gestion de la maintenance des espaces verts et puis le rafraîchissement urbain. Donc on a parlé des ICU. Le gros avantage des espaces verts, c'est l'évapotranspiration qui vient rafraîchir l'espace. Et là encore, on peut très bien avoir une stratégie simplement en modifiant les seuils d'arrosage où je préserve la ressource parce qu'on a arrêté sécheresse, on maintient le végétal en vie. Ou alors je vais pousser un peu pour aller rafraîchir l'environnement parce que je vais évapotranspirer un peu plus. D'où l'intérêt effectivement d'avoir cette capacité de contrôle. Merci beaucoup. Je fais la gardienne du temps un peu embêtante à la fin. On n'est pas privilégié. Désolé. Vraiment, merci beaucoup pour cette présentation. On voit les innovations concrètes. La régie va me taper sur les doigts, mais il nous reste 2 petites minutes. S'il y a des questions, on va essayer d'y répondre rapidement. Est-ce que certains d'entre vous veulent interpeller, veulent des compléments d'information sur ce qui a été dit? Alors, on va essayer d'être très concis. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des micros? Il n'y en a pas. Normalement, on est censé vous les amener. Alors, je vais prendre le rôle. Merci. Allez, soyons concis, s'il vous plaît, et on va tenter d'y répondre aussi rapidement. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Moi, j'avais une question par rapport au projet Renoir que vous avez mis en place. On m'entendra? Mettez bien prêt peut-être. Allez-y, je vais faire le lien. Le projet Renoir. Le projet Renoir, savoir s'il y a eu des pluies qui ont permis de tester les équipements qui ont été mis en place. Allez-y, ils vont monter le micro derrière. Oui, ouais, ça y est. Alors non, effectivement, on n'a pas mis en place de suivi derrière, en tout cas par rapport à la pluviométrie. Enfin, on a essayé de mettre en place une convention avec Météo France, mais c'était un peu compliqué. Et puis, à vrai dire, c'était un projet qui était déjà difficile à mettre en place, à faire accepter, ne serait-ce que par son premier intérêt, le premier objectif visé. Donc, on n'a pas pu aller plus loin, mais c'est vrai c'est un objectif qu'il faudrait qu'on intègre dès le départ, peut-être. Ah, pardon, d'accord, oui, en termes de mesure. D'accord, aussi. Plutôt d'efficacité des ouvrages. Est-ce qu'il y a eu une pluie qui a permis J'avais pas compris la question, j'avais pas bien entendu, pardon. Non, oui, effectivement, et même très très rapidement, parce qu'en fait, on a réceptionné le projet en début juin 2019. Okay. Et le 19 juin, la ville de Portet a subi une tempête avec une pluie centenale. Et les bassins se sont remplis totalement, tous ceux que vous avez vus là. Ça a été très très impressionnant et en une nuit de temps, en quelques heures de temps, ça s'est vidangé très très rapidement. Et personne n'a été inondé, donc du coup, c'est tous les. Oui, non, il n'y a pas eu de débordement. Il n'y en a pas eu depuis, en fait, depuis la mise en place de ces ouvrages, alors que déjà, dès des pluies moyennes, surtout que c'est un lotissement des années 70, avec beaucoup de sous-sols, équipés de sous-sols, il y avait des inondations de manière assez récurrente. Le timing était parfait. Merci beaucoup. Merci. Il y avait une deuxième question, je crois, madame. On la prend. Merci. C'est pour l'agence ELO. Je voudrais savoir s'il y a une différence en motivation dans les taux de subvention qui motive à faire plutôt la déconnexion que la désimperméabilisation. Vous parlez qu'il y avait la partie d'écroutage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui motive plus? Et ça c'est pour la partie publique. Et pour les propriétaires privés, est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui motive à travailler la déconnexion surtout? Alors sur le 11e programme d'intervention,
on n'a pas de conditionnalité au niveau des aides par rapport à la déconnexion. C'est-à-dire qu'on a un taux unique en fait de 50%, quel que soit le type de projet. Mais ça risque de changer au 12e programme. On est en train de réfléchir justement sur le fait de mettre en place un taux de base et un taux bonifié pour les projets plus vertueux. Donc les taux bonifiés seraient accordés sur des projets où on aurait une déconnexion complète des surfaces concernées, des surfaces actives concernées. Et concernant donc les propriétaires privés, on a la possibilité d'apporter des aides à la gestion à la parcelle aussi, mais sous maîtrise ouvrage collectivité. Donc en fait, il y a un système de mandatement entre la collectivité et les propriétaires privés, et on a la possibilité donc de financer des travaux à la parcelle. J'en profite. Allez-y, je vous en prie. J'ai la parole. Je vous écoute. Pour dire que donc l'agence dispose d'un mini stand là sur le site du salon, et vous pourrez y trouver cet excellent guide Eau et urbanisme, premier retour d'expérience, publié il y a 5 ans, et où on a des fiches sur la gestion intégrée des eaux pluviales avec des retours d'expérience. Voilà, ceux qui sont intéressés vont avoir de la lecture. On a donné la bibliographie. Merci beaucoup à tous les 7 pour cette riche conférence que je suis obligée de clôturer. Merci à vous aussi d'avoir contribué au débat et de nous avoir écoutés. Il y aurait matière à continuer très longtemps, mais on s'arrête. On retiendra qu'il y a vraiment un gain réel à remettre l'eau dans la ville et à la redonner à voir aux citoyens aussi. On vous souhaite un très bon appétit. Ne partez pas trop loin. À 14h, on a une 3e conférence sur un autre sujet qui fera parler lui aussi, celui de la réutilisation des eaux usées non conventionnelles et tout ce que ça représente en termes de défis et d'opportunités. Bon appétit et à tout à l'heure. Merci. 3, 2, 1.